renforcement fibromusculaire. Alors c'est vrai que c'est difficile dans les comptes rendus de dire renforcement fibromusculaire. Donc on va dire, par extension, il y a un franchissement capsulaire. Mais le terme de capsule est impropre et n'existe pas. Nous avons ici l'abouchement des deux canaux éjaculateurs et nous avons en avant des canaux éjaculateurs l'urètre. Ceci est une coupe passant par la partie moyenne de la prostate à hauteur presque du verumontanum, en sachant que en dessous, nous allons avoir que de la zone périphérique pratiquement. Au-dessus, nous allons avoir les zones de transition qu'on ne voit pas sur cette coupe et une deuxième notion qu'on n'a pas encore abordée, la zone centrale. Ce qu'on appelle la zone centrale de la prostate, qui a des canaux glandulaires qui vont converger vers la région du verumontanum et qui est la troisième zone de la prostate. Donc je répète, on a une zone périphérique qui couvre la périphérie de la prostate. Nous avons la zone centrale qui entoure les canaux éjaculateurs. Et nous avons les petites zones de transition qui, à l'état normal, sont très peu développées, ou pas développées du tout, notamment chez l'homme jeune, et qui vont se développer surtout avec l'âge pour donner ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de prostate. L'hypertrophie bénigne de prostate ne se développe pas à partir ni de la zone centrale ni de la zone périphérique, mais bien à partir de ces petits lobes de transition. Quand on va donc analyser, ça c'est une coupe axiale, ça c'est une coupe coronale stricte. Ici nous avons une coupe qui va passer dans l'axe de l'urètre proximal et va nous donner une coupe où, contrairement à cette coupe-là qui est coronale stricte, va nous donner une coupe oblique vers l'avant qui va passer par l'urètre, qui va passer par le col, qui va passer par le verumontanum et qui va explorer parfaitement les lobes de transition. C'est une coupe qu'on va retrouver en échographie. Et on retrouve toujours sur ces coupes la couverture musculaire, du stroma fibromusculaire et du renforcement fibromusculaire de la prostate. Vous remarquerez également sur cette coupe sagittale que la partie de l'urètre distal est dans un plan coronal strict. Elle fait à peu près 1,5 cm. La partie distale de l'urètre, je ne sais pas si j'ai dit proximale, et la partie proximale du col au verumontanum, elle est oblique vers l'avant d'environ 25 degrés à peu près. Le canal éjaculateur, on le voit parfaitement et on le verra en échographie, et figure sur sur ce schéma ce qu'on appelle les plexus veineux périprostatiques, neurovasculaire bundles en anglais, qui sont ces petites bandes blanches qui vont être visibles au niveau des régions postérolatérales, au niveau de la base prostatique et au niveau de l'apex prostatique. Voilà à peu près résumé l'anatomie de la prostate qui va donc évoluer avec le temps, avec l'hypertrophie bénigne qui débute dès l'âge de 40 ans. Remarquez que quand on va mettre une sonde à la partie postérieure de la prostate, vous n'allez pas faire de coupe axiale stricte, on verra tout à l'heure, c'est impossible, l'IRM peut le faire, mais l'échographie ne le fait pas. Et donc vous allez voir que l'échographie va nous montrer finalement progressivement des coupes axiales strictes, des coupes axiales obliques dans l'axe de l'urètre, voire des coupes axiales ou coronales dans un plan extrêmement postérieur qui va analyser les vésicules séminales. À ce niveau-là du rappel anatomique qui est indispensable, est-ce que vous avez des questions? Ça vous va?
Alors, je vais continuer pour essayer de vous montrer quelle est la traduction échographique. La traduction échographique n'est pas du tout celle qu'on attend en anatomie zonale. La première chose, sur un homme de 20 ans, c'est qu'on a une prostate de petite taille. 15, 20 grammes, pas plus. Vous voyez que la différence avec l'exploration des patients qu'on va faire à partir de 50 ans, qui ont des prostates de 30, 40, 50, et ça peut aller jusqu'à 200 ou 300 cc. La prostate d'un sujet jeune est une prostate homogène. Il n'y a pas de différenciation entre la zone périphérique, entre la zone centrale et entre la zone de transition qui est toute petite. On dit que la zone périphérique fait 70% de la prostate glandulaire, que la zone centrale fait 25% et que les zones de transition font 5%. Tout ça faisant 100% de la prostate glandulaire, le stroma fibromusculaire n'étant pas inclus dans ce volume glandulaire. Donc la prostate est homogène, vous ne voyez pas de capsule, vous voyez une limite qui est fine, enfin qui est bien limitée, avec la graisse périprostatique, mais on ne peut pas parler ni de capsule, ni de renforcement fibromusculaire à ce niveau-là, on ne le voit pas. Ce que vous allez voir, c'est deux choses. Une zone hypoéchogène périurétrale, qui correspond en fait non pas à l'urètre, mais à la région périurétrale, aux muscles qui sont disposés dans un sens de la longueur. Et quand vous l'abordez dans le sens de la coupe coronale, vous avez une hypoéchogénicité de ce muscle. Le muscle étant hypoéchogène en échographie. Notamment, comme vous les abordez dans ce plan-là, il y a très peu de retour vers la sonde d'échographie, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échogénicité à attendre de cette région périurétrale. Vous avez ensuite des plexus veineux périprostatiques que l'on voit sous forme d'anomalies, enfin de structures arrondies, anéchogènes, et vous pouvez mettre du Doppler pour voir qu'il s'agit bien de plexus veineux périprostatiques. Voilà encore un autre exemple d'une prostate homogène avec une bande hypoéchogène périurétrale qui correspond à la région entre le verumontanum et la région du col. Le col étant au-dessus. En coupe sagittale, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une petite prostate, aussi un tout petit peu décevante en échographie, parce que la prostate est toute petite. Alors vous imaginez que chez l'enfant impubère, on a une prostate qui n'existe pratiquement pas, avec une partie apicale, une partie postérieure, une base prostatique où vous ne faites pas la distinction entre une zone centrale et une zone périphérique, et une région périurétrale où vous voyez l'amorce du col, avec sa structure en V qui est très caractéristique. Vous avez une bande hypoéchogène périurétrale. Si on devait dire où est le verumontanum, on dirait qu'il est à peu près à ce niveau-là, au milieu de la prostate, et vous voyez ici des plexus veineux périprostatiques. À noter que vous explorez très bien la base vésicale avec sa partie antérieure, le trigone antérieur, le trigone postérieur. Bon, on peut voir également la partie postérieure. Chez l'homme d'un certain âge, on a en général une hypertrophie prostatique, mais il peut arriver que pour des raisons variées, hormonales probablement, les prostates soient de petite taille. Donc voilà une petite prostate d'un sujet de 60 ans, où on voit exactement la même chose que ce qu'on voit chez l'homme jeune. C'est rare, évidemment. Alors là, j'avais voulu montrer ça aussi pour vous montrer que
il y a une structure qu'on va voir très souvent en V inversé, avec une petite bande hypoécogène qui la poursuit vers l'avant, qui correspond à la région du verumontanum, où ça bouche les canaux éjaculateurs, et à la région de l'urètre. Et vous imaginez que quand on va décrire une hypertrophie de la prostate, comme les zones de transition sont là, ça va allonger, étirer l'urètre dans le sens antéro-postérieur. Quand vous faites une analyse de la glande prostatique, on verra la technique tout à l'heure, vous partez toujours, et ça c'est très important pour bien manier des sondes endorectales, de bien toujours être symétrique. L'échographie ne se fait pas en bougeant sans arrêt la sonde, mais en étant fixe, enfin relativement fixe, avec un balayage très lent, de la région des vésicules séminales. Alors ici, vous avez les ampoules différentielles, ici, 1, 2, et vous avez la vésicule séminale. Les ampoules différentielles et les vésicules séminales peuvent comporter des petites structures liquidiennes, ça dépend de la résolution de l'échographie, et ça dépend éventuellement de la stase, je n'ose pas dire une stase anormale, mais la taille des vésicules séminales. Vous savez que les vésicules séminales, on en montrera un exemple tout à l'heure, c'est un tube contourné, et à partir du moment où c'est un tube contourné, vous pouvez avoir des structures liquidiennes à l'intérieur des ampoules différentielles et des vésicules séminales. Puis vous continuez, vous êtes à la base vésicale, vous continuez, vous avez la base prostatique. Alors la base prostatique, si on vous pose la question où est la zone centrale, où est la zone périphérique, ben vous savez qu'ici au centre, juste en dessous des vésicules séminales, c'est de la zone centrale. C'est dans la continuité des vésicules séminales. Mais souvent, vous ne faites pas la distinction entre zone centrale et zone périphérique. La zone périphérique couvrant en dehors la zone centrale, mais en général, il n'y a pas de différence d'échogénicité. Là, il y en a peut-être une petite. Puis vous descendez, et là, vous vous retrouvez non pas chez un homme jeune, mais chez un homme qui a une hypertrophie de la prostate, petite hypertrophie, pardon, petite, voilà, et vous vous retrouvez sur une zone de transition. Et vous voyez marqué ZT. Vous avez la zone périphérique qui couvre toute la partie antérieure de la prostate. Vous avez la région du verumontanum. Et ici, vous avez la région périurétrale, RPU. Zut alors. La région périurétrale en noir. Donc vous êtes à un niveau en dessous. Puis vous arrivez sur la région moyenne de la prostate, on va dire, d'abouchement des canaux éjaculateurs. Vous avez le stroma fibromusculaire antérieur. Je ne trouve pas ma flèche, la voilà. Le stroma fibromusculaire antérieur. Vous avez la partie basse des zones de transition. Vous avez parfois la zone centrale qui se continue entre la zone de transition et la zone périphérique. Vous avez la zone périphérique et vous avez les canaux éjaculateurs. Remarquez que parfois on a une petite bande hypo, alors là, qui peut correspondre éventuellement à la région du renforcement fibromusculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le renforcement fibromusculaire, c'est du muscle, et que parfois il y a une petite différence entre muscle et glande prostatique. C'est pour ça qu'on l'a appelé capsule, bien que ce soit un renforcement fibromusculaire. Vous voyez les plexus veineux périprostatiques de chaque côté, et vous avez la partie basse de la zone de transition. Et enfin, la dernière coupe, on n'est pas tout à fait au niveau de l'apex, on est à la partie inférieure de la prostate, on a l'urètre, on a la zone périphérique de chaque côté, on a parfois l'extension de la zone de transition, parce qu'il ne faut pas oublier que la zone de transition, normalement, est au-dessus du verumontanum, mais qu'avec l'hypertrophie bénigne de prostate, ça va couvrir vers le bas, ça peut rejoindre même l'apex antérieur de la prostate. Vous voyez qu'en quelques coupes, vous avez balayé en axial la prostate. D'un mouvement qui n'est pas un mouvement qui tourne la sonde, mais par un mouvement de translation qui va vous permettre de passer de la partie postérieure des vésicules séminales
à la partie moyenne, puis à la partie apicale. Est-ce qu'on voit autre chose? Oui, on voit la paroi du rectum, ce sont des sondes de très bonne fréquence. On voit les muscles obturateurs internes. On voit les muscles releveurs ou élévateurs de l'anus dans le jargon moderne. C'est ces bandes hypoécogènes que vous voyez là. Et on voit évidemment la vessie au-dessus. Et l'atmosphère périprostatique, qui est souvent assez écogène, dans lequel vous pouvez observer parfois des adénopathies dans le bilan, par exemple, d'un cancer de prostate. Donc, ce que j'ai résumé en disant qu'à partir de 40-50 ans, l'hypertrophie débute, même si elle ne s'exprime pas cliniquement, elle va nous aider, cette hypertrophie prostatique, à bien mesurer la prostate et à bien comprendre cette anatomie zonale. Donc, entre l'anatomie zonale que je vous ai décrite théoriquement de McNeil et l'anatomie échographique, chez les hommes de plus de 40 ans, on va simplifier notre message et on va dire vous avez une zone antérieure qui correspond à l'hypertrophie de la prostate, de type adénomateuse, et vous avez en arrière la zone périphérique de la prostate. Remarquez qu'entre l'hypertrophie antérieure et la zone périphérique, il y a parfois une petite bande hypoécogène qui correspond à la zone centrale qui peut être écrasée par la zone de transition, par l'hypertrophie, et qui peut être le siège de calcification en chaînette, qu'on va voir peut-être tout à l'heure. Je ne l'ai pas ensuite, je vais voir si je ne l'ai pas, je vais le voir après. En calcification en chaînette qui marque la différence entre l'hypertrophie de la prostate antérieure et la zone périphérique, ce qu'on appelle la coque. Les gens, dans leur jargon, quand les gens ont été opérés par exemple d'un adénome, ils disent on m'a enlevé la prostate. Non, on ne m'a pas enlevé la prostate, on m'a enlevé l'adénome de prostate. Et il reste ce qu'on appelle la coque prostatique, c'est-à-dire, ce n'est pas la capsule, c'est la zone périphérique de la prostate, dans laquelle peut se développer un cancer. Quand on fait des prostatectomies radicales, on enlève toute la prostate, y compris parfois l'atmosphère périprostatique. En coupe sagittale, on va retrouver cette anatomie. Alors, on n'a pas l'apex prostatique parce que la coupe ne le voulait pas, mais vous avez ici l'adénome de prostate. En avant de l'adénome de prostate, vous avez le stroma fibromusculaire antérieur, et en arrière, la zone périphérique. Remarquez que vous avez le canal éjaculateur au bout de la flèche, et que dans la continuité du canal éjaculateur, vous avez la vésicule séminale. Donc vous avez la vessie, l'hypertrophie antérieure, la zone périphérique, le canal éjaculateur et la vésicule séminale. Avec une échographie, vous voyez, c'est des appareils, c'est encore des clichés qui datent de 98. C'était d'excellente qualité, c'est encore mieux maintenant. L'échographie s'est encore améliorée avec les techniques actuelles. On retrouve cet aspect que je vous ai dit en V, et là vous savez que c'est le verruc montanum, et si vous deviez donner l'endroit de l'urètre, c'est là. En Doppler normal, qu'est-ce qu'on étudie comme vascularisation de la prostate? On sait que la prostate, dans la zone périphérique, est très peu vascularisée. Enfin, elle n'a pas une vascularisation évidente en Doppler. Que, à partir du moment où on voit une hypertrophie bénigne de prostate,
on a une vascularisation qui va se développer à partir de l'artère centrale et des artères qui vont couvrir le pourtour de l'adénome, voire également l'intérieur de l'adénome. Donc on a une différence entre la zone périphérique qui est souvent peu vascularisée, avec quelques spots couleurs, et la zone antérieure de l'hypertrophie, assez souvent très bien vascularisée, notamment en région périurétrale. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous le savez, quand on opère ces gens, ces patients d'une hypertrophie bénigne de prostate, parfois ça saigne. Quand vous faites des résections transurétrales, ça saigne fortement. Et ça s'explique par justement la richesse de la vascularisation périprostatique, périadénomateuse. Vous avez des plexus veineux périprostatiques que l'on voit. Toujours dans l'anatomie, on en reparlera plusieurs fois, vous êtes amené à faire des mensurations. Comment faire une mensuration de la prostate? Vous utilisez la formule de l'ellipsoïde. La formule de l'ellipsoïde, c'est le diamètre transverse, le diamètre crânio-caudal ou la hauteur de la prostate. Là, vous voyez que vous n'avez pas l'apex. C'est fait exprès. Et là, vous avez le diamètre antéro-postérieur qui est la plus grande perpendiculaire, ou à peu près, par rapport à la hauteur de la prostate. Quand vous mesurez les trois axes, diamètre transverse, hauteur et diamètre antéro-postérieur, vous assimilez la prostate à une ellipsoïde, vous prenez un facteur de correction qui est de 0,523, ou 0,5 si vous voulez, et vous avez ainsi le poids en grammes de la prostate. Alors on l'exprime dans les comptes rendus en centimètres cubes, mais la conversion peut faire 1 centimètre cube égale 1 gramme. Alors, quelques commentaires sur cette volumétrie prostatique. Premièrement, on n'est pas là dans les virgules. On est là dans des imprécisions de 5 à 10 cm3 par prostate. Il est évident qu'on n'est pas très précis. Et notre but, ce n'est pas de faire la différence entre 30 et 35 cm3, ou entre 50 et 55 cm3. Notre but est d'approcher une volumétrie approximative, une estimation du volume de la prostate. Deuxièmement, les imprécisions naissent d'où? Pas tellement du diamètre transverse, qui est assez fixe. Beaucoup du diamètre de la hauteur, parce que vous verrez, dans les exemples qu'on montrera après, d'abord ici, elle est coupée. Donc, parfois, dans les très grosses prostates, on a du mal à voir l'apex. L'apex se mélangeant avec le sphincter, il y a une erreur possible. Donc, on fait quelques imprécisions dans la mesure de la hauteur de la prostate. On fait quelques erreurs, pas des imprécisions, plus importantes, dans la mesure du diamètre antéro-postérieur. Parce que des gens s'arrêtent parfois à la partie postérieure de l'adénome, pensant que la prostate s'arrête à l'hypertrophie. Nous mesurons la prostate dans son ensemble et non pas l'adénome uniquement, même s'il y a des gens qui se sont intéressés à la mesure de l'adénome uniquement. Donc on a pris l'habitude de mesurer la prostate dans son ensemble. Et donc il y a des gens qui, parce qu'ils ne voient pas la zone périphérique, plus ou moins mince, mesurent entre ici et là. Donc ils font une deuxième erreur. Troisièmement, la formule de l'ellipsoïde, elle est valable pour une forme un petit peu allongée de la prostate. Elle n'est pas valable pour des prostates qui sont rondes, au-dessus d'un certain nombre de centimètres cubes. 80, 90, 100, on arrive avec des prostates qui ressemblent à des oranges,
puis après des pamplemousses, il est évident que la formule de l'ellipsoïde n'est plus adaptée. Et il y a des auteurs, à l'époque, qui avaient dit, c'est plus simple, quand vous avez une prostate qui est ronde, de mesurer le diamètre transverse au cube et de multiplier par le facteur de correction de 0,5, ou de diviser le diamètre transverse en 2 et faire 4 tiers de pi r cube, qui pour tous les ingénieurs du monde égale le volume de la sphère. Vous pouvez aussi utiliser cette formule dans les grosses prostates rondes. Ce petit commentaire ne doit pas faire oublier quel est l'intérêt de la volumétrie. La volumétrie n'a pas d'intérêt pour l'indication du traitement. On rappelle que vous avez des gens qui sont très gênés par une dysurie, une pollakiurie et qui ont des petites prostates, et qu'il y a des gens qui ont des prostates de 100 grammes qui ne sont absolument pas gênés. Donc ce n'est pas le volume de la prostate qui est corrélé à l'importance des symptômes. On disait d'ailleurs, plus la prostate est petite, plus parfois elle est emmerdante sur le plan clinique. C'est-à-dire qu'elle donne des symptômes importants. Donc vous voyez, il n'y a pas de corrélation entre le volume et les symptômes. La volumétrie est intéressante pour l'urologue que parce qu'à partir de 60, 70 grammes, voire un petit peu plus, il ne peut plus faire de résection transurétrale de prostate. Parce que le temps opératoire, le risque hémorragique est beaucoup plus important pour des prostates très très grosses et qu'il est obligé de s'arrêter. Et donc il va préférer, dans les adénomes et les prostates qui font plus de 60, 70, 80, faire une adénomectomie, c'est-à-dire enlever l'adénome comme un œuf, c'est facile à dire, pas facile à faire, par voie suspubienne, soit transvésicale, soit rétropubienne, peu importe. Donc ça veut dire que la volumétrie sert à ça, sert à faire un bilan prostatique quand il y a une indication opératoire à cause de troubles urinaires significatifs, on en reparlera tout à l'heure. Commentez cette image, maintenant que je vous ai fait l'anatomie. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Elle est très didactique, très pédagogique. Pourquoi? Parce que vous avez des calcifications que vous voyez dans le plan axial et que vous voyez dans le plan sagittal. Ces calcifications, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont les calcifications en chaînette qui délimitent la partie postérieure de l'adénome par rapport au reste de la prostate. Alors si je vous montre une image comme ça, je vais la commenter et me dire que en avant, que d'abord ce sont des calcifications, qu'il n'y a pas de condom parce que c'est des tout petites calcifications qui sont en chaînette. Deuxièmement, qu'en avant des calcifications, vous avez l'hypertrophie adénomateuse qui est symétrique. Qu'en dedans, vous avez des calcifications qui soulignent la région périurétrale, qu'en dehors et en arrière, elles soulignent la différence entre le reste de la prostate et l'adénome. Et c'est là que je vous attends, parce que vous allez me dire, c'est la zone périphérique. Oui, c'est la zone périphérique en bas, mais en haut, ici, on est bien dans la zone centrale. On n'est plus dans la zone périphérique. Et pourtant, vous ne faites pas la distinction entre zone périphérique et zone centrale. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un nodule. Ce nodule, il est là. Et objectivement, il est dans la zone centrale parce qu'il entoure les canaux éjaculateurs. Et bien le voilà. Le nodule,
Quand vous faites le compte-rendu de ce nodule, qui est un nodule de la zone périphérique, ça peut être une tumeur prostatique, mais comme on sait que c'est dans la zone centrale, qu'il y a moins de risque de cancer dans la zone centrale, ça peut être aussi un nodule myomateux de la zone périphérique. Il ne faut pas oublier qu'on a une hypertrophie adénomateuse antérieure, mais qu'on peut avoir des myomes, c'est-à-dire des productions musculaires bénignes et adénomateuses, dans la zone périphérique et surtout dans la zone centrale. Il n'y a pas de raison, c'est de la prostate glandulaire. Et voilà un nodule qui est donc bien dans la zone centrale, qui est hypervascularisé et qui était un nodule myomateux. Les biopsies étaient bénignes. Alors que dire sur le sphincter? Le sphincter, en fait, on est très mal à l'aise. On est très très mal à l'aise. C'est une, on va dire, on va prendre un mot et vous allez le retenir, c'est une zone noire pour l'échographiste. Pourquoi? Parce que c'est du muscle, c'est en continuité parfaite, il n'y a pas de séparation de plan de clivage entre le sphincter et l'apex, il n'y a pas de séparation entre l'apex et le stroma fibromusculaire antérieur, tout ça c'est un ensemble cohérent, ce qui fait qu'on a une continence sphinctérienne, et donc on a beaucoup de mal à faire la distinction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit, à partir ici de l'apex, qui entoure la région du sphincter, on voit ici, juste en dessous, la région du sphincter urinaire, avec les plexus veineux périprostatiques et l'élévateur de l'anus. On voit très bien, c'est une belle échographie qui montre les rapports anatomiques de l'apex et du sphincter. Ça, je passe. La voie séminale inférieure qui fait partie de l'anatomie aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré le col, le verumontanum et le canal éjaculateur. Le voilà chez un homme jeune, plus jeune. Là, dans le bilan d'une infertilité, vendredi, vous allez avoir un cours sur l'infertilité. Et vous verrez donc rappeler cette anatomie de la voie séminale inférieure. Vous voyez, on la voit très très bien, le canal éjaculateur, qui est en continuité avec la vésicule séminale. Alors, cette exploration échographique, autant tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut être transversal et symétrique pour l'étude de la prostate, quand vous faites des vésicules séminales, vous êtes obligé d'anguler un tout petit peu, de dérouler le canal déférentiel, l'ampoule déférentielle, et de dérouler la vésicule séminale. Voilà ce qu'on fait en déroulant la vésicule séminale. Vous avez ici d'ailleurs l'angle, la graisse entre la vessie et la vésicule séminale. Vous avez la différence entre le bec sémino-prostatique, c'est-à-dire le tissu graisseux qui est entre la vésicule séminale et le tissu prostatique. Voilà encore deux exemples. Une coupe coronale oblique, on voit la vésicule séminale et le canal éjaculateur et les vésicules séminales. Vous avez ici l'ampoule déférentielle, c'est une image que vous voyez très très bien quand vous faites le bilan d'infertilité. L'ampoule déférentielle et la vésicule séminale. Vous voyez bien la distinction entre les deux. L'ampoule déférentielle, c'est un tuyau qui est relativement rectiligne, que vous suivez sur une partie du pelvis, et la vésicule séminale, c'est un sac, c'est un tube contourné, formé de tubes, qui, vous voyez, on le voit très très bien ici, de tubes, qui peuvent être homogènes, écogènes, parce qu'il y a des interfaces, mais qui peuvent être des petites logettes liquidiennes parfois aussi. Voilà un aspect normal. J'aime bien également, quand je fais passer des pratiques du diplôme d'écho, dans la spécialité du module urinaire, demander aux gens qui ont fait de la prostate de me repérer une structure qui est capitale à voir si vous faites bien de l'échographie. Vous avez ici la vésicule séminale. Vous avez ici la vessie. À quoi correspond cette structure? Pardon? J'entends rien, moi.
Vous êtes trop loin. Voilà. L'urétère. C'est très important de ne pas confondre l'urétère avec le canal déférent qu'on a vu tout à l'heure. Le canal déférent, il a un trajet. L'urétère, vous devez le voir. Et vous voyez son péristaltisme. Et l'échographie endorectale est une excellente, pour ceux qui ont l'habitude, une excellente technique pour voir le bas urétère. Vous voyez des calculs dans le bas urétère. Vous voyez des tumeurs dans le bas urétère, on en montrera tout à l'heure. Hein, et vous voyez son péristaltisme. Donc, il faut savoir reconnaître, anguler et reconnaître l'urétère. Entraînez-vous à reconnaître l'urétère. Si vous savez voir l'urétère, vous savez voir le déférent, vous savez voir la vésicule séminale. Vous savez faire une échographie du carrefour séminal. Là, simplement, j'ai voulu montrer la différence entre une vésicule séminale de chaque côté qui est échogène et une vésicule séminale qui contient des poches liquidiennes. Ça, c'est simplement l'aspect normal et non pas pathologique. Regardez ce que c'est un canal déférent et une vésicule séminale. Sur une déférentographie. Ça, c'est des images qu'on ne voit pas, parce que vous ne les faites plus. Quand ils faisaient des déférents, ils faisaient des cathétérides des déférents, mais c'est capital de comprendre, ça date des années 50, 60, 70. Donc on cathétérisait le déférent, hein, au niveau du canal inguinal, et on opacifiait, et on avait une déférentographie. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord le canal éjaculateur, qui s'abouche dans le verumontanum, le canal éjaculateur, puis qui provient de la confluence entre quoi? L'ampoule différentielle. Vous voyez qu'elle est quand même un peu contournée. Hein, et la vésicule séminale, qui contient aussi toutes les structures tubulées que l'on voit beaucoup plus larges. Et ici, vous avez le déférent dans sa partie pelvienne, proche du canal inguinal, de l'autre côté également. Donc le déférent, c'est que ça. Donc c'est un cathétérisme extrêmement difficile, c'est petit. La qualité de l'échographie que vous allez faire au niveau du testicule, si vous savez repérer le déférent, vous savez repérer des structures qui sont fines. Ça, c'est la lumière. Évidemment, il y a un petit épaississement musculaire qui vous permet de mieux le repérer. Vous voyez que c'est petit. Et donc, vous voyez l'anatomie. Retenez cette image parce qu'elle est capitale. Vous les avez maintenant en vidéo. Cette image est capitale pour comprendre l'anatomie des voies séminales inférieures. Ici, en pathologie, vous avez un obstacle au niveau du canal éjaculateur avec un kyste du canal éjaculateur commun. Parce que parfois, on n'a pas deux canaux éjaculateurs, on n'en a qu'un seul. C'est un kyste commun, il y a une sténose, et au-dessus, vous avez une dilatation de la vésicule séminale. Et vous voyez que la différence entre des poches liquidiennes normales et une dilatation de la vésicule séminale, il y a des fois, c'est pas très facile de savoir la différence entre le normal et le pathologique. Ici, c'est pathologique. Dans la prostate, toujours en anatomie, on est toujours dans l'anatomie, c'est capital, vous avez l'image liquidienne postérieure, médiane, haute, anéchogène, vide d'écho, transsonique, unique, ne s'accompagnant pas d'une dilatation de la vésicule séminale. C'est ce qu'on appelle un kyste mullérien, c'est-à-dire un résidu embryologique du vagin chez l'homme. Il persiste l'utricule ou le kyste, le dérivé mullérien, et c'est un aspect normal. C'est souvent petit, c'est asymptomatique, parfois, exceptionnellement ou rarement, un kyste d'utricule peut être géant, de très grande taille, et peut comprimer les canaux éjaculateurs. Les plexus veineux. Les plexus veineux, c'est des structures, vous savez, que l'on connaît, qui sont dans les angles postéro-latérales droit et gauche de la prostate, à la partie moyenne et à la base, et à l'apex. C'est des structures veineuses
qui peuvent parfois se calcifier et donner ce qu'on appelle les phlébolites. Phlébo, veine, lite, calcul, en latin. C'est-à-dire des calcifications veineuses qui n'ont aucune signification pathologique, qui sont liées simplement à une lenteur de la circulation veineuse, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une stase, il y a une thrombose, il y a une calcification. Ces plexus veineux, normalement, fusionnent sur le fascia prostatopéritonéal de Denonvilliers, et donc isolant des plexus veineux bien définis. Parfois, il y en a plusieurs parce que le fascia n'est pas adhérent et qu'il est lâche. Et donc, on peut avoir parfois des petits plexus veineux un peu partout sur la face latérale de la prostate. Voilà un exemple ici de plexus veineux à ne pas prendre, évidemment, pour un nodule prostatique hypoéchogène. Ce n'est pas du tout le même aspect qu'une vascularisation d'une tumeur, on verra. On voit que c'est veineux, on voit que le flux, c'est un flux. Même si on n'est pas capable de faire un Doppler pulsé parce que le flux est tellement lent. La différence, mais ça on le verra tout à l'heure à propos de la pathologie. Voilà encore des plexus veineux. Voilà encore des plexus veineux. Je ne vais pas parler de ça, je vais simplement vous dire que quand on fait de l'échographie, on fait forcément maintenant de l'IRM dans le sens où l'IRM est complémentaire de l'échographie dans l'exploration de la prostate. On verra les indications tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut obtenir maintenant sur des IRM de prostate, c'est-à-dire on voit la vessie, on voit l'adénome, on voit la prostate périphérique, on voit le releveur de l'anus, on voit le rectum. Donc on voit parfaitement l'anatomie que je vous ai décrite en échographie, avec évidemment des informations complètement différentes, dans le sens où c'est le signal T2 de la richesse en eau des tissus, c'est le signal de diffusion de la cellularité des tissus, et c'est le signal de la perfusion quand on injecte du produit de contraste. Est-ce qu'il y a une prise de contraste des lésions suspectes ou pas dans la prostate. Tout ça simplement pour vous dire que l'IRM a pris une place très importante et on peut faire évidemment des coupes axiales, coronales et sagittales. Voilà, sagittale. Alors, maintenant, je vais arrêter sur l'anatomie. Je pense que j'ai fini sur l'anatomie, oui, c'est ça.